Bonjour à vous. Alors tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2024 ainsi qu'une très bonne santé à vous et à vos proches et en espérant que 2024 voit enfin la paix arriver et sur trois fronts, hein, la guerre en Ukraine, la guerre israélo-palestinienne et celle qui se profile à l'horizon et que malheureusement il y a des bonnes chances qu'elle puisse se produire, c'est-à-dire la guerre à Taïwan entre la Chine et les États-Unis, parce que la Chine a des velléités de plus en plus fortes, parce qu'elle l'a déclaré au monde, donc de prendre Taïwan. Est-ce que les États-Unis vont réagir ou non? On ne sait pas. Mais en tous les cas, en espérant que 2024 soit une année où tout cela se termine. Nous verrons bien. Je le souhaite en tous les cas. Donc là, cette vidéo va être sur la Serbie. C'est ma troisième vidéo sur la Serbie. Alors pourquoi je vous parle de la Serbie? Parce qu'il y a eu des manifestations en masse, entre guillemets, plusieurs centaines de personnes au moins devant la mairie de Belgrade. Donc alors pourquoi ces manifestations? C'est parce que Vučić, le président serbe, a été réélu haut la main. Alors évidemment, les médias occidentaux immédiatement ont dit ah, il y a la main de Moscou derrière cela, et vous voyez en plus, regardez tous ces manifestants, cela prouve que les élections ont été truquées par Vučić pour être réélu aussi largement. Bon, deux remarques. D'abord, il n'a pas été élu à 80% ou 90%. Donc déjà, s'il a été bien réélu, mais rien d'extraordinaire. Et en plus, il faut savoir que Vučić a toujours été populaire en Serbie. Une majorité de gens ont toujours été derrière lui. Il n'y a jamais eu de débat. Et c'est marrant, là, il y a un débat uniquement quand il y a des manifestants devant la mairie de Belgrade. Alors on va voir que Moscou, elle, a dit que c'est une manipulation de l'Occident qui veulent faire encore une fois une révolution de couleur. Donc pour parler très clairement, un coup d'État en préparation, comme ils l'ont déjà fait avec Milosevic en Serbie en 99, comme ils l'ont fait en Ukraine à Kiev, l'Euromaïdan, autre révolution de couleur. Bref, et toujours, la CIA derrière, bien évidemment. Alors, alors tout ça est un peu inquiétant, mais tellement typique de la CIA, c'est tellement typique, puisqu'ils font ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est toujours le même modus operandi, ça en devient presque lassant. Sauf que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, à Internet, on a les informations beaucoup plus rapidement qu'avant. Et grâce à cette information générale, on peut mieux comprendre les événements jour par jour, hein, quasiment. Donc là, bien évidemment, c'est encore un coup de la CIA et de ses organisations. Et là, les médias occidentaux ont pris comme prétexte que c'est l'ONG CRTA qui a dit qu'il y avait des élections truquées, alors c'est que c'est vrai. Sauf qu'on va voir ensemble que CRTA, bien évidemment, est une ONG commandée par la CIA ou par le gouvernement américain, comme vous voudrez. Et je vais vous montrer tout ça. On va voir une série d'articles et vous allez voir, c'est extrêmement édifiant, mais absolument sans aucune surprise. Je vous en ai déjà parlé concernant de ces révolutions entre guillemets poussées par la CIA. Ils ont l'habitude, ils l'ont fait en Iran en 53, ils l'ont fait à Hong Kong, donc en Chine maintenant, ils l'ont fait en Syrie, en Libye, ils l'ont fait absolument partout. Ils continuent. Pourquoi s'arrêterait-il? Pourquoi s'arrêterait-il? Mais ça va être difficile parce que Vucic, lui, il a quand même une base électorale importante, c'est-à-dire réelle et non pas fictive.
En tous les cas, pourquoi les médias tombent sur la Serbie comme ça? Bah, bien évidemment, les deux vilains petits canards de l'Union européenne, c'est la Hongrie et la Serbie. Et avant la guerre en Ukraine, c'était aussi la Pologne. La Pologne qui était comme le gros vilain petit canard. Et à un moment donné, pour les droits LGBT, la Hongrie et la Pologne s'étaient mis ensemble contre l'Union européenne, si vous vous en souvenez. Bon, maintenant la Pologne c'est terminé, il y a eu un changement de gouvernement, donc il reste la Hongrie et la Serbie à abattre, bien sûr. Donc pourquoi la Serbie? Bah, la Serbie a toujours eu des liens avec les Russes, et j'ai envie de vous dire beaucoup plus que la Hongrie, infiniment plus même. La Serbie, c'est la petite fille de la Russie, depuis toujours. Évidemment, Vladimir Poutine est extrêmement populaire en Serbie et particulièrement à Belgrade. Et oui, et donc tout ça, ça gêne l'Union européenne énormément. Donc ils essayent de coincer Vučić. Voilà. Et là, le 21 novembre, il y a Stoltenberg qui était venu à Belgrade. Il y est resté 2 jours pour essayer de calmer Vučić en disant ouais, surtout attention avec le Kosovo, n'envoie pas des forces armées au nord du Kosovo. Bon, on ne sait pas ce qu'a décidé Vučić. En attendant, mais en tous les cas, Stoltenberg lui-même est venu à Belgrade pour aller calmer Vučić, parce que lui, Vučić, il voulait envoyer des soldats serbes au nord du Kosovo. Et ça va être mes derniers mots, mais je suis obligé de vous en parler, parce que le nœud de l'affaire, c'est le Kosovo. Hein, cette petite partie de la Serbie qui, uniquement par le fait des Américains, les Américains ont décidé, ah ben on va couper un morceau de Serbie, on va le nommer Kosovo, et puis ça va être surtout les Albanais qui vont prendre la main sur le Kosovo. Donc quand les Américains ont bombardé la Serbie, ils ont créé le Kosovo, et ils ont dit aux Albanais, venez, venez, venez. Donc évidemment, des milliards de dollars ont été dépensés afin que les Albanais puissent s'installer au Kosovo, les Albanais étant les esclaves serviles de l'OTAN, donc des États-Unis, et qui ont toujours été contre les Serbes, les Albanais. Alors, il ne faut pas oublier que l'Albanie, c'est en réalité le pays le plus corrompu du monde, encore plus que l'Ukraine. Ouais, ça, faut le savoir. Évidemment, on va jamais vous le dire dans les médias, jamais, mais dans la réalité, de facto, c'est l'Albanie en réalité. Moi, de tout ce que j'ai lu, ça dépasse l'entendement, la corruption de l'Albanie. Donc, il n'y a pas pire que l'Albanie au niveau corruption. Il y a c'est dirigé, le Kosovo et l'Albanie sont dirigés par une mafia albanaise. Et cette mafia albanaise est aidée, armée, financée par les États-Unis. Mais en gros, en réalité, par l'Union européenne aussi, en plus. Voilà, évidemment, il y a la CIA, etc., puisque les États-Unis et l'Union européenne veulent absolument pas faire disparaître la Serbie, puisqu'ils ne pourraient pas, mais l'affaiblir au maximum, au maximum. Donc pour affaiblir un pays, qu'est-ce qu'on fait? On le coupe en plusieurs morceaux. C'est ce que voulaient faire les États-Unis avec la Russie après l'effondrement de la Russie. C'est ce qu'ils voulaient faire. Exactement comme avait fait Helsinki, Boris Helsinki en 1991. Voilà, Helsinki qui était un véritable traître, lui travaillait pour la CIA, c'est-à-dire pour le gouvernement américain. Et voilà, c'est pour ça que ce poivreau, ce gros poivreau qui ne vaut rien, tout d'un coup il est devenu très, très populaire, entre guillemets, hein, bien sûr c'est artificiel, en Russie. C'est comme ça que Helsinki a réussi à exister face au lui très réel populaire Gorbatchev. Lui, il était réellement populaire, Gorbatchev, en URSS. Et Helsinki, il a été monté de toutes pièces par l'administration Bill Clinton. Mais bon, là, je digresse beaucoup, hein, ça c'est mon gros défaut, ça. Bref, la Serbie, le Kosovo, évidemment, c'est le Kosovo qui est le point d'achoppement, le gros problème, puisque Vučić donc veut remettre de l'ordre dans le Kosovo, étant donné que le nord du Kosovo est surtout habité historiquement par la communauté serbe. Je vous rappelle que le Kosovo fait bien évidemment
partie totalement de la Serbie et que c'est un morceau qui a été créé artificiellement par les Américains. Voilà, je vous ai donné le contexte, j'arrête là. Maintenant, on va regarder les articles ensemble et après, il y aura ma petite conclusion. Alors, on va commencer par un article d'Associated Press. Les populistes serbes revendiquent une victoire écrasante aux élections législatives du pays. Et là, vous voyez le président Aleksandar Vučić. Vous voyez déjà les termes. Les populistes serbes revendiquent une victoire écrasante. Les populistes. Vous voyez ce terme relativement nouveau chez nous, dans les médias occidentaux. En fait, les populistes, c'est quoi? C'est des gens qui sont attachés à leur pays. Les populistes sont des patriotes. C'est comme ça que les médias occidentaux l'entendent, quand ils emploient le mot populiste. Mais pour les médias occidentaux, les populistes, c'est vu avec mépris. C'est les populistes, dans leur bouche, c'est un mot péjoratif, parce que populiste, ça veut dire le peuple. Ah ouais, donc ça, les médias, ils aiment pas. Ils aiment pas que le peuple soit des gens bien. Le peuple, c'est des gens qui doivent obéir au gouvernement. C'est pour ça qu'on emploie le mot populiste, pour donner une connotation péjorative, et de mépris. Donc déjà, les médias qui emploient ça montrent leur mépris envers le peuple, et le peuple principalement qui est patriote, c'est-à-dire qui est proche de son pays, des valeurs traditionnelles de son pays, de son histoire. Bon bref, là je digresse un peu beaucoup, mais c'est important, je n'y reviendrai pas, mais c'est voilà, que c'est pas par hasard qu'on emploie ce mot-là, mais bon, vous l'avez tous compris, bien sûr aussi. Je vais pas tout vous lire, parce que c'est un peu long, donc je vais juste vous lire les débuts. Les populistes au pouvoir en Serbie ont revendiqué dimanche une victoire écrasante aux élections législatives du pays qui ont été entachées par des informations faisant état d'irrégularités majeures au cours d'une campagne tendue et le jour du scrutin. Le Premier ministre par intérim, Ana Barnaby, a déclaré qu'après le dépouillement de la moitié des bulletins de vote, les projections du parti progressiste serbe au pouvoir montraient qu'il avait remporté 47% des voix et qu'il espérait détenir environ 130 sièges sur les 250 membres de l'Assemblée. Le principal groupe d'opposition, la Serbie contre la violence, a remporté 23% des voix, a déclaré Barnabić. Voilà. Bon, encore une fois, je vais pas tout vous lire. Mais bon, vous voyez déjà le tableau. Là, on vous dit donc l'information de base principale. Tout démarre à partir de la victoire écrasante de Vučić. Ensuite, sur CNN, que lit-on? Des manifestants tentent de prendre d'assaut la mairie de Belgrade pour protester contre les élections serbes volées, entre guillemets. C'était le 25 décembre. Donc là, vous voyez des manifestants. Alors, des milliers de personnes se sont rassemblées. Ah, des milliers. Alors, évidemment, est-ce que c'est vraiment des milliers ou des centaines? Moi, j'ai vu les images. Bon, on a peut-être... Bon, ça se dispute, des milliers, je ne sais pas. Bref, des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche à Belgrade pour protester contre le gouvernement, pour exiger l'annulation des élections générales serbes de la semaine dernière, jugées injustes par les observateurs internationaux. Alors on va voir après de qui ils parlent, parce que là évidemment c'est CNN, les observateurs internationaux, comme s'ils faisaient référence à une organisation indépendante internationale. On va voir évidemment que ce n'est pas du tout le cas. Les manifestants ont tenté d'accéder à l'Assemblée municipale de Belgrade, utilisant des mâts de drapeaux et des pierres pour briser les fenêtres du bâtiment, mais ont été repoussés par la police qui a utilisé des boucliers anti-émeutes et des gaz lacrymogènes, a rapporté N1, la filiale serbe de CNN.
Donc CNN, évidemment, un des bras principaux, pour ne pas dire le bras principal de l'État profond aux États-Unis concernant les médias. Autre article. Là, carrément sur le site de l'OTAN. Sur le site de l'OTAN. Que lit-on? 21 novembre 2023. Là, c'est pour vous parler du fait que Stoltenberg est venu voir Vučić, il y est resté 2 jours. Donc le secrétaire général souligne l'importance du partenariat de l'OTAN avec la Serbie. Voilà. Donc il s'est rendu à Belgrade pour voir le président Vučić. Vous notez que c'était avant les événements, hein, parce que Vučić, lui, voulait envoyer des soldats dans le nord du Kosovo. Donc Stoltenberg est arrivé à Belgrade pour lui dire bon bah faut se calmer là, tu vas pas envoyer des soldats serbes au nord du Kosovo, hein, parce qu'au nord du Kosovo, le nord du Kosovo, c'est serbe, quoi. Il y a une très grande majorité de Serbes au nord du Kosovo. Et je rappelle encore une fois que le Kosovo était totalement serbe avant que les États-Unis bombardent la Serbie et décident de manière comme ça, tout seul, que ça allait être... il va y avoir une frontière et on va créer le Kosovo de toutes pièces comme ça. C'est les États-Unis qui ont décidé ça pour affaiblir la Serbie. Alors à cette époque-là, en 99, la Serbie était évidemment extrêmement affaiblie et la Russie était un État quasiment du tiers-monde à cette époque-là, hein, en 99. Donc la Russie était extrêmement frustrée de l'état de la Serbie. Là, si les Américains refaisaient un coup de 1999 en Serbie, là, ça passerait pas du tout. Là, il y aurait une guerre, je pense, ouverte entre la Russie et les États-Unis. Vous vous doutez bien que là, la Russie, elle interviendrait immédiatement cette fois. Donc bref, Stoltenberg, il panique parce qu'il voit Vučić qui commence à avoir des velléités de souveraineté en envoyant, quoi, en voulant envoyer des soldats au nord du Kosovo. Voilà. Autre article d'Euractiv. Donc, élection en Serbie, Moscou accuse l'Occident de chercher à déstabiliser la situation. Donc au 25 décembre. Alors évidemment, la Russie n'est pas idiote. Elle sait très bien que c'est les Américains derrière, comme d'habitude. Et la Russie donc accuse l'Occident de chercher à déstabiliser la situation en Serbie, où des manifestants contestant les résultats des récentes législatives ont attaqué la veille la mairie de Belgrade. Il est évident que l'Occident collectif cherche à déstabiliser la situation dans le pays, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova, citée par l'agence publique RIA Novosti, en comparant les manifestations en Serbie à celles de Maïdan à Kiev, qui ont abouti à l'arrivée au pouvoir des pro-occidentaux en Ukraine début 2014. Vous voyez, donc là c'était Euractiv. Donc Moscou évidemment accuse immédiatement l'Occident et a raison. Alors maintenant, je vous parle à chaque fois du Kosovo, mais quels pays ont reconnu le Kosovo? Ça, c'est tous les pays qui ont reconnu le Kosovo dans le monde, donc un peu partout. Et quels sont les pays qui n'ont pas reconnu le Kosovo? Donc déjà, au sein de l'UE, on a l'Espagne, Chypre, la Grèce, la Slovaquie et la Roumanie. Maintenant, à l'international, on a la Chine, la Géorgie, la Moldavie et la Russie. Alors évidemment, il y a aussi la Serbie, mais ça c'est évident. Donc il y a quand même 5 pays au sein de l'Union européenne, et bon, pas des pays insignifiants, hein, voilà, qui ont dit que non, ne reconnaissaient pas le Kosovo. Pour eux, le Kosovo, c'est la Serbie. Voilà. Et à l'international, on a la Chine, la Géorgie, la Moldavie, la Russie et évidemment la Serbie. Quoi, la Serbie qui fait partie entre guillemets, de l'Europe, mais bon, mais pas de l'Union européenne. Voilà. Donc là, vous voyez le Kosovo, ici, donc la Serbie, là au nord. Là, c'est l'enclave serbe, c'est là où il y a une très forte majorité de Serbes, donc ici et ici.
Et alors pourquoi on met monastère serbe? Bah, parce que le Kosovo, aussi appelé Kosovo et Metochi, le Kosovo faisait entièrement partie de la Serbie, bien évidemment. Et là, vous voyez l'Albanie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand les États-Unis ont créé le Kosovo? Ils ont poussé les Albanais à venir s'installer au Kosovo. Donc, ils les ont aidés, hein, logistiquement, financièrement, afin de les pousser à aller au Kosovo, en délogeant les Serbes, évidemment, en délogeant les Serbes. Parce que les Albanais, évidemment, eux, ils délogeaient les Serbes ont combattu, mais il y a les forces de l'OTAN qui étaient au Kosovo et qui ont aidé les Albanais à chasser les Serbes de chez eux, qui ont été obligés de se regrouper là dans deux enclaves. Voilà. Alors pourquoi ils ont réussi à se regrouper dans ces deux enclaves? Parce que ici il y avait une telle concentration de Serbes tellement grande que là on ne pouvait pas les virer quand même. Là ça faisait tâche. Donc ils ont viré là où il y avait que quelques villages, des hameaux, ils ont viré les Serbes de chez eux. Voilà. Et ils sont allés dans les enclaves les plus proches. Donc si là il y avait un petit village avec, je dis n'importe quoi, une dizaine de maisons, bah, les Albanais les ont chassés. Donc, et ils ont été dans l'enclave la plus proche, là où il y a carrément des barricades serbes. Ils ont carrément fait des milices, des barricades pour se défendre. Voilà. Avec l'aide de la Serbie, bien sûr. Donc vous voyez, ça on vous le dit pas, ça. Ça on vous le dit pas. Mais là, avec cette petite carte, vous y voyez plus clair. Donc c'est pour ça que c'est marqué là dans TV5 Monde, les monastères serbes, pourquoi ils les mettent là, hein? C'est parce que c'est totalement serbe. Alors vous vous doutez bien que les monastères, il y en a, bon là, il en reste plus beaucoup, hein. Il y en avait des centaines, et bah, évidemment, ils ont été détruits par les Albanais, avec l'aide, bien évidemment, des forces de l'OTAN, dans le sens que c'est les forces de l'OTAN, encore une fois, qui financent tout ce qui est armement, et qui font la supervision et aussi qui aident à la logistique. Voilà. Donc c'est absolument terrible ce qui s'est passé au Kosovo et ce qui se passe toujours maintenant. Alors maintenant, je vous parlais de cette organisation internationale. Alors cette organisation internationale dont les médias se réfèrent, qui a accusé le président Vučić d'avoir trafiqué les urnes, c'est le CRTA. C'est le fameux CRTA, le Center for Research, Transparency and Accountability. Donc là déjà, rien que le titre, c'est typique des organisations de manipulation des peuples. Typique, tu vois. Donc centre de recherche, de transparence, j'adore, et de responsabilité. Voilà. Et si vous lisez en tout petit, alors là j'ai du mal à lire, mais c'est voilà, pour la démocratie. Voilà. C'est toujours pour la démocratie, hein. Voilà. Donc le CRTA donc, est basé en Serbie. C'est une ONG. Et regardez quelles sont les agences qui financent le CRTA en Serbie. Alors, on a pour les organismes de financement la Commission européenne, voilà, la Commission européenne. On a USAID. Alors, USAID, c'est une agence créée par et pour la CIA afin bah, de faire des actions de l'ombre sans que ça soit sous pavillon CIA. Ça a été créé exactement à l'image du National Endowment for Democracy, qui a été créé en 1983 par Ronald Reagan, une des premières d'ailleurs, afin que la CIA puisse opérer au grand jour sans que ça soit vu comme une opération clandestine. Donc là, ils peuvent faire des opérations clandestines comme le faisait la CIA avant, mais au grand jour. Donc c'est pour ça que ça a été créé. Donc National Endowment for Democracy, USAID, c'est vraiment deux organismes frères. Alors sur USAID,
Là, si vous allez sur le site Global Research, donc qui est un site extrêmement sérieux, qu'est-ce qu'on a? On a sur USAID, paravent de la CIA, propager la démocratie. Voilà. Et là, c'est marqué en plus se préparer en Ukraine, avec point d'interrogation. Donc, bien évidemment. Et que lit-on? Ah oui, alors pourquoi se préparer en Ukraine? L'article date du 8 mai 2014. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il marque ça. L'USAID a toujours travaillé avec la CIA en tant qu'opération de façade pour l'aider à propager ce type particulier de démocratie. Dans toutes les ONG qui travaillent pour l'État profond, vous aurez très souvent le mot démocratie, propager la démocratie. Ça, c'est le mot, on va dire, c'est le pilier marketing et de communication de l'État profond. Démocratie, toujours vous verrez ça. Donc, lu comme une répression brutale inspirée par le FMI. Bah oui, parce que le FMI en fait partie, bien sûr. Dans les pays où nous avons installé des dictateurs brutaux pour soutenir notre programme économique libéral. Alors, vous voyez, ça c'est, au lieu que ça soit entre guillemets, c'est en italique, hein, c'est pour vous montrer que c'est une citation. Donc, au Sud-Vietnam, l'agence américaine pour le développement international, donc là vous l'avez en français, USAID, a si largement couvert les agents de la CIA que les deux sont devenus presque synonymes. Et ça, c'est tiré du Washington Post. C'est tiré du Washington Post. Bon, à l'époque où Washington Post pouvait parler un peu plus librement que maintenant. Mais vous voyez un petit peu? Vous voyez un petit peu? Et le Sud-Vietnam, je vous en ai parlé dans mon point militaire précédemment, je vous avais dit qu'ils avaient été lâchés par les Américains, du jour au lendemain. Et ben vous voyez là, USAID, donc largement couvert les agents de la CIA, que les deux sont devenus presque synonymes, d'après le Washington Post. C'est pour ça que je voulais vous montrer cet article de Global Research. Alors, on a qui d'autre? On a l'OSCE, le fameux OSCE. Donc l'OSCE, c'est quoi? C'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Vous voyez, dès que vous avez des titres ronflants comme ça, hein, qui veulent trop rien dire, eh bien, vous comprenez qui est derrière. Et là, regardez en vert, c'est ceux qui participent à l'OSCE. Vous avez vu qui participait à l'OSCE? Alors bon, vous allez me dire, il y a la Russie, mais bon, vaut mieux être dans la place qu'à l'extérieur pour mieux observer son ennemi. Et vous avez qui? Bah, vous avez l'Australie, évidemment, qui font partie de l'OSCE. Mais bon, 1973, le siège est à Vienne en Autriche, et le secrétaire général, c'est une Helga Schmidt, une Allemande, bien évidemment. Voilà, donc il y a 57 États participants, 11 États partenaires. Voilà. Et l'OSCE, évidemment, bah, c'est une organisation qui est manipulée par l'État profond. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que l'OSCE a dénoncé à chaque fois les crimes russes en Ukraine, mais jamais l'inverse. C'est pour ça que je vous parle de ça. Alors ils essayent d'être plus ou moins neutres parce qu'il y a quand même la Russie à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils font pas une propagande ouverte grossière, mais l'OSCE ne donne aucun exemple d'exaction ukrainien, ou très peu. La seule chose que j'ai lue de l'OSCE, c'est qu'ils reconnaissent que le Donbass est bombardé par le gouvernement de Kiev depuis fin 2014 et qu'il y a une persécution des Ukrainiens du Donbass depuis 2014. C'est tout ce que l'OSCE reconnaît. Et aussi, autre fait marquant, ils reconnaissent que en mars 2022, donc il y a eu une montée extrême des bombardements de Kiev sur le Donbass. Donc c'était un tout petit peu avant l'invasion russe. Voilà, c'est le maximum que fait l'OSCE. Et ça, je suppose que c'est parce qu'il y a la Russie dedans. Sinon, ce serait complètement manipulé par les Américains. Donc on a l'OSCE, on a le USDOS. Alors c'est quoi le USDOS?
c'est le US Department of State. Et là, vous avez la touche finale. Donc là, vous voyez Anthony Blinken. Donc là, je suis sur le site américain du département d'État. Et voilà, voilà, c'est le département d'État américain qui finance l'ONG CRTA, qui est en Serbie. Alors maintenant, je vais revenir sur le CRTA, parce que tout à l'heure, je vous avais pas tout bien présenté. Je vous ai dit, je vous avais laissé dans le suspense, je vous ai dit par les observateurs internationaux et que j'allais vous dire plus tard qui étaient les observateurs internationaux. Comme l'article était un peu long, j'allais pas tout vous dire, mais je vais vous montrer où ils en font référence. Donc ici, voilà. Donc la mission d'observation électorale du CRTA, une organisation indépendante, je vous ai montré à quel point elle est indépendante, hein, basée à Belgrade, a signalé que la migration des électeurs par laquelle des personnes étaient transportées d'autres régions de Serbie et de l'étranger pour voter dans des municipalités spécifiques aurait pu être utilisée à grande échelle pour influencer les résultats des élections locales. Vous voyez un peu jusqu'où ils sont prêts à aller dans leurs hypothèses pour essayer d'expliquer l'élection de Vučić qui encore une fois, hein, je le répète, là ça va faire 10 ans qu'il est au pouvoir si je ne m'abuse, il a toujours eu une grande popularité Vučić. Voilà, c'est pas comme s'il était sur le fil du rasoir, hein, ou pas aimé de son peuple, hein. Donc, mais bon, ils arrivent à aller dans ces extensions-là d'explication, voilà. Et qui est l'observateur impartial, international, indépendant, la CRTA. La CRTA, qui est financée par la Commission européenne, l'USAID, l'OSCE et le département d'État américain. Et je vous ai montré, je vous ai expliqué qui était chacune de ces entités. Et maintenant, on va juste vous lire le début. La CRTA. Le CRTA rassemble des personnes qui souhaitent vivre dans une société moderne et démocratique où les citoyens sont libres et égaux devant la loi, où les institutions protègent l'intérêt public, où les médias sont indépendants, dans une société où la responsabilité est la base de toutes les décisions sociales, politiques. Vous voyez, quand vous lisez ça, vous avez envie de prendre un seau et de vomir. Ou alors, vous avez envie de vous rouler par terre de rire. Mais c'est à mourir de rire quand vous lisez ça. Hein, vraiment, à mourir de rire. Quand vous voyez qui finance, vous voyez, et ça c'est typique. C'est typique. Mais si vous n'êtes pas un connaisseur et que vous êtes quelqu'un de lambda et qui n'avez pas toutes les connaissances qu'il faut, qui ne cherchez pas qui est derrière, si vous ne cherchez pas qui est derrière, vous tombez dans le panneau. Évidemment, parce que les médias, vous dites, oh, c'est un média qui me dit que c'est une organisation internationale indépendante. Donc vous dites, ah bon, c'est bien, alors c'est indépendant, une organisation internationale, c'est sérieux, hein. Mais si vous n'allez pas chercher qui est derrière, et malheureusement, voilà, CRTA, ça a été créé comme USAID, comme l'OSCE, comme le National Endowment for Democracy, comme l'Open Society de George Soros. Pour information, l'Open Society de George Soros a été créé par la CIA. Ça va de mèche, exactement comme USAID et les autres dont je vous ai parlé. Vous voyez, il y a toujours la CIA derrière, parce que c'est la CIA qui crée tout ça. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. C'est invariable. Alors je voulais vous ajouter quelque chose, c'est que quand moi j'ai mené mon enquête, je suis allé un peu au-delà, me suis aperçu qu'il y avait les fonds Rockefeller qui participaient au CRTA. Ouais, les fonds Rockefeller. Ouais, pour la Belgrade en Serbie, CRTA. Voilà, les subventions que donnent les fonds Rockefeller
au CRTA. Et là, vous voyez tout ce que donne la Fondation Rockefeller. Et la Fondation Rockefeller, c'est une des plus vieilles fondations pour le changement des peuples. Et là, la Rockefeller a été utilisée pour le changement des mentalités, d'abord au sein des États-Unis, et avec le temps, bah, c'est devenu international. Et vous regardez toujours le titre Philanthropy for an Interdependent World. Donc, la philanthropie pour un monde interdépendant. Vous voyez? Et ça, ce sont des mots, c'est un vocabulaire typique de l'état profond. Donc, toujours des petits mots gentils. Et là, un monde interdépendant. C'est-à-dire que rien que ce mot vous montre que l'état profond est derrière. De toute façon, cette fondation Rockefeller a été créée par l'état profond, bien évidemment, le gouvernement américain. Et vous notez, là, ils se trahissent. Un monde interdépendant, ça veut dire un monde où il ne doit pas y avoir de patriotisme, de souveraineté nationale, surtout pas. Et là, c'est des petits lapsus révélateurs, quoi, si on peut, pas un peu lapsus, mais des petits indices qui vous montrent bien, voilà, les griffes de l'état profond qui sont absolument partout. Et là, les fondations, les instituts, les ONG que je vous montre ne sont qu'une petite partie. Il y en a des dizaines d'autres, des dizaines d'autres. Voilà, ça faut le savoir. Donc je voulais vous montrer ces articles parce que ça en dit très très long sur qui influence, qui finance toutes ces oppositions, ces manifestants, et ça a toujours été comme ça. C'est comme ça que la CIA fait pour faire tomber un gouvernement qui lui déplaît. Bon, allez, j'arrête là, on va passer à la conclusion. Alors, que peut-on dire en conclusion? Eh bien, la CIA fait de la CIA. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Elle a fait ce qu'elle a fait depuis 70 ans au moins. Donc, créer des opposants politiques, créer des coups d'État pour les pays cibles qui gênent l'État profond, c'est-à-dire le gouvernement américain. Et donc, nulle surprise. Et on a toujours les mêmes acteurs. Alors on a USAID, on a le CRTA, on a... alors là c'est pas dit, mais il y a bien évidemment l'Open Society de George Soros, qui est extrêmement présent dans les pays de l'Est. Hein. C'est George Soros et sa société, sa fondation, qui a permis des grands changements démocratiques, entre guillemets, dans les pays de l'Est. Hein, voilà, parce que les gens des pays de l'Est, eux, c'était des patriotes attachés aux valeurs traditionnelles, et c'est principalement à cause de la fondation Open Society que il y a eu des changements profonds dans les gouvernements. Et les gouvernements ayant été corrompus et changés, littéralement, avec les décennies passant, c'est déteint finalement sur une partie de la population, mais pas entièrement. Les Roumains, je peux vous dire que présentement, le peuple roumain souffre de son gouvernement. Le peuple moldave souffre de son gouvernement. Alors, ils font des manifestations, mais le gouvernement est trop puissant. Surtout que les gouvernements typiquement roumains, moldaves, croates sont totalement on va dire sous influence de l'Union européenne et des États-Unis. Totalement. Bah oui, ce sont les États-Unis et l'Union européenne qui les ont mis au pouvoir. Donc forcément, il s'est très lié, hein, bien évidemment. Donc tout ça, c'est malheureusement l'histoire des pays de l'Est depuis des décennies, malheureusement, même si ce sont des gens fort attachés à leurs valeurs traditionnelles, fort attachés aux valeurs familiales, normalement patriotiques, mais avec le changement évidemment de mentalité à l'image de ce qui s'est passé en Ukraine pendant près de 10 ans, c'est-à-dire ça avait coûté 5 milliards de dollars au gouvernement américain de changer les mentalités en Ukraine
afin de faire un sentiment de russophobie, bah, ils ont fait la même chose dans les autres pays, hein. Et même bien avant 2014, ce qui s'est passé à Kiev en Ukraine, bien avant. Donc changer les mentalités croates, moldaves et roumaines, ça s'est fait dès les années 90. Ne l'oublions pas, hein. Donc voilà, donc malheureusement la Serbie bah, est attaquée, elle est très très attaquée. Alors le problème avec Vučić, c'est que Vučić, lui, il a le cul entre deux chaises, parce que bon, même si la Serbie demande à entrer dans l'Union européenne depuis 2013, bon, c'est une vaste blague, hein. Évidemment, elle ne sera jamais acceptée dans l'Union européenne, sauf, sauf coup d'État et qu'on change de président qui soit totalement pro-OTAN et pro-UE, sauf évidemment là, et là la Serbie viendra rapidement dans l'Union européenne, voire dans l'OTAN. Bref, donc voilà, ça fait depuis 2013 qu'elle réclame. La Serbie n'ira présentement, elle n'ira jamais dans l'Union européenne. Vučić, je crois comprendre que lui-même n'a pas trop envie d'aller dans l'Union européenne, parce qu'évidemment, ça veut dire perdre la souveraineté totale, et ça voudrait dire avoir la détestation de son peuple contre lui. Parce que son peuple est très patriotique, et la population serbe est à grande majorité pro-russe. Voilà. Alors Vučić, lui, il a le cul entre deux chaises parce que lui, il attend les 200 millions de dollars, des 100 millions d'euros qu'il doit toucher de l'Union européenne. Donc lui, voilà, Vučić il est toujours navigué entre deux eaux, hein. Donc il est populaire en Serbie parce qu'il tient bon, mais son allégeance envers son peuple et son pays est pas très clair, hein. Vučić, il est pas très clair, hein. Des fois, il fait des coups un petit peu pro-Union européenne. Bon, et puis après, il recule, il devient patriotique soudainement. Vučić, il est pas très clair. Alors là, il a l'air d'avoir une crise de souveraineté, mais il faudrait que ça soit confirmé, hein. Moi, Vučić, je le vois comme un Erdogan de l'Est, hein. Il n'est pas clair dans ses principes. Il va pas jusqu'au bout de la souveraineté serbe. Enfin bref, nous verrons bien. Mais en tous les cas, bah, c'est un énième épisode. Évidemment, la CIA cherche à faire la même chose en Hongrie, sauf qu'en Hongrie, le Viktor Orban est tellement populaire parce qu'il gère tellement bien son pays, et lui, il fait pas comme Vučić, hein. Lui, il n'hésite pas à taper du poing sur la table et aller à contre-courant des ordres de Bruxelles. Viktor Orban, lui, il a un courage que n'a pas Vučić. Voilà. Et donc, Viktor Orban, voilà, c'est le seul qui vraiment est patriote et résiste. D'ailleurs, il a ouvert de gros marchés aux Chinois en Hongrie, et ça ne plaît pas du tout à l'Union européenne. Voilà, bon, pour revenir à la Serbie, ben, aucune surprise, les Américains font ce qu'ils ont toujours fait et feront toujours, accompagnés évidemment des forces, des vassaux de l'Union européenne, bien évidemment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Serbie et les derniers événements concernant cette mairie de Belgrade attaquée par des pseudo-manifestants. Je dis pseudo dans le sens influencé ou payé ou les deux par donc ces forces américaines de l'ombre. Voilà, allez, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.